Les ingénieurs de la Wehrmacht tiraient une grande fierté de leur blindage incliné, calculant les ricochets et les millimètres de protection. Mais ils n'avaient pas envisagé ce qui se produirait si un projectile pesant près d'un demi-quintal percutait de plein fouet leur machine parfaite. Dans cette histoire, il n'y a pas de place pour les belles manœuvres. Seule règne la mathématique brutale de l'énergie cinétique. Nous allons vous raconter une duel nocturne, où l'impact ne se contentait pas de percer le blindage, mais arrachait des tourelles de plusieurs tonnes de leur chemin de roulement, comme on ferait valser des chapeaux de poupée. Vous entendrez ce qui arrive à l'équipage enfermé dans le char, lorsque sous le choc, l'air se transforme en une onde de choc, ne laissant aucune chance de survie. Mais le prix d'une telle puissance, c'est l'enfer à l'intérieur de l'automoteur lui-même. Du sang coulant des oreilles, des hallucinations dues au monoxyde de carbone et un rechargement impliquant des obus de 50 kg alors que les muscles refusent de servir. Découvrez comment un seul tueur de fauves a transformé un peloton d'élite en un tas de ferraille fumant en 12 minutes. Et ce qui se cache réellement derrière les lignes sèches des citations militaires. 3 heures du matin, juillet 1944. Région de Zolochev, Ukraine occidentale. La forêt ici n'est pas seulement dense, elle est compacte comme un mur. L'air est immobile, lourd, saturé de l'humidité des marais et de l'odeur d'éduit de pain pourri, que même la puanteur âcre du gazole ne parvient pas à couvrir. Dans cette obscurité, on y voit goutte. Le monde s'est rétréci aux dimensions du compartiment de combat de l'automoteur d'artillerie Su-152. Il y a une seconde, l'éther grésillait d'électricité statique, reliant l'équipage au monde extérieur, au régiment, à la vie. Maintenant, il n'y a plus qu'un bourdonnement dans les oreilles et une odeur de câblage brûlé. Un éclat de mortier égaré, ayant explosé quelque part dans la cime des arbres, a trouvé son chemin. Il est passé en tangente par l'écoutille ouverte, a sectionné l'entrée de l'antenne et a transformé la radio 10 RT en un tas de ferraille inutile. Des étincelles sont tombées sur la combinaison huileuse du radio, mais celui-ci n'a même pas tressailli. La fatigue émousse les réflexes. Pas de liaison, la voix du radio sonne sourdement, comme étouffée par un oreiller. La station est morte. Nous sommes sourds, commandant. Le lieutenant Ignatiev tourne lentement la tête. Dans la lumière terne du plafonnier, son visage ressemble à un masque modelé dans de l'argile grise et de la suie. Il ne crie pas, ne frappe pas du poing sur le blindage. Ici, les émotions sont un luxe interdit, une dépense inutile de calories. Il enregistre simplement le fait. Pas de liaison signifie pas de correction de tir, pas d'ordre, pas d'aide. Ils sont seuls dans cette maudite forêt. 4 hommes et 45 tonnes et demie de métal. Autour, c'est l'inconnu. Où est la protection d'infanterie? Repliée il y a 1 heure ou fauchée dans le ravin? Où est la percée allemande dont l'état-major hurlait l'existence encore cet après-midi? Personne ne le sait. La nuit met tout le monde sur un pied d'égalité. Dans l'obscurité, il n'y a ni grade ni insigne. Il n'y a que ceux qui chassent et ceux qui meurent. Le mécanicien conducteur, la tête rentrée dans les épaules, regarde dans l'épiscope, mais n'y voit que des ténèbres. Interdiction d'allumer les phares. Le premier rayon de lumière deviendrait un ticket pour l'au-delà. Le Su-152 est une machine aveugle. Elle n'a pas de tourelle rotative pour observer les alentours. Pour pointer le canon, il faut faire pivoter tout le châssis, broyant le sol avec les chenilles. Ce n'est pas un char de rupture, c'est un obusier automoteur, un lourd marteau conçu pour détruire des bunkers en béton, et non pour jouer à cache-cache avec les fauves agiles de la Wehrmacht dans une forêt nocturne. Ignatiev évalue la situation. Son cerveau fonctionne froidement, écarpant la peur. S'il tente de se replier maintenant, à l'aveugle,
Ils s'enliseront dans le marais en quittant le chemin de Rondin ou exposeront leur arrière au coup. Il n'y a nulle part où reculer et rien pour le faire. Le carburant dans les réservoirs suffira à peine pour des manœuvres, certainement pas pour une marche. « Stoppez la machine !» L'ordre d'Ignatiev claque sèchement comme un bruit de culasse. « Coupez le moteur !» Le diesel à 12 cylindres, qui rugissait comme une bête blessée, éternue et se tait. Le silence s'installe. Pas le silence béni de l'arrière, où l'on entend les grillons, mais le silence ouaté et oppressant du front, où chaque bruissement peut signifier la mort. On entend le métal refroidir. Les plaques de blindage de 75 mm d'épaisseur, chauffées par le moteur et la canicule de juillet, teintent en rendant leur chaleur à la nuit. On entend la respiration lourde du chargeur qui tente de détendre son dos engourdi. Ils sont stationnés sur la seule route solide du secteur. Un chemin de rondins posé sur les marécages. À droite et à gauche, c'est la fondrière, infranchissable pour la technique. Si les Allemands avancent, ils passeront par ici. Il n'y a pas d'autre chemin pour leur lourd panthère. Ignatiev le sait. Et le commandant allemand qui, en ce moment même, scrute peut-être sa carte à la lueur d'une lampe de poche à quelques kilomètres de là, le sait aussi. C'est la géographie de la guerre. Elle dicte des règles plus strictes que n'importe quel règlement militaire. « Écoutez », chuchote le lieutenant. Tout le monde écoute. L'équipage se fige. Désormais, ils ne sont plus des tankistes. Ils sont un unique grand nerf auditif. Il fait une chaleur étouffante dans la boîte métallique. La ventilation a été coupée avec le moteur. L'odeur de la poudre brûlée, incrustée dans le capitonnage après des semaines de combat, se mêle à l'odeur aigre de la sueur de 4 hommes qui ne se sont pas lavés depuis une semaine. Mais personne n'y prête attention. Tous les sens sont focalisés sur le monde extérieur. L'obscurité derrière le blindage semble palpable. Elle pèse sur les yeux, forçant à voir des fantômes, des ombres dansantes, des éclairs inexistants. Ce sont des jeux de l'esprit tentant de compenser l'absence d'informations visuelles. Mais l'ouïe est plus difficile à tromper. Ignatiev comprend que leur seule chance réside dans le premier tir, une frappe préventive. Leur pièce, 152 mm, le canon obusier ML20, possède une puissance monstrueuse. Un obus pesant près de 50 kg ne nécessite pas une précision chirurgicale pour toucher des zones vulnérables. L'énergie cinétique d'une telle masse est capable d'arracher la tourelle de n'importe quel char existant, simplement par sa masse et sa vitesse. Mais ils n'ont pas le droit à l'erreur. Le rechargement de la munition à charge séparée prend du temps. De longues et angoissantes secondes durant lesquelles l'ennemi aura le temps de tirer 3 obus en riposte. Manquer signifie la mort. Être repéré trop tôt signifie la mort. Tenter de fuir signifie la mort. « Chargez un perforant !» commande Ignatiev d'une voix à peine audible. Dans l'espace exigu du compartiment de combat, le mouvement commence. Le chargeur, un gars trapu aux mains comme des pelles, se penche vers leur atelier. L'obus 53 BR 540 pèse 48 kg et 800 g. Soulever une telle masse dans une position inconfortable, dans la pénombre, sans heurter la culasse et sans le laisser tomber sur le pied d'un camarade, ce n'est pas juste un travail physique. C'est de l'acrobatie au seuil de la rupture musculaire. On entend le crissement du métal contre le métal, un souffle lourd, puis un bruit sourd. L'obus est entré dans la chambre. Vient ensuite la douille avec la charge propulsive. La culasse se referme avec un claquement huileux caractéristique. Maintenant, la mort sommeille dans le canon. Ignatiev se colle au viseur panoramique, bien qu'il sache que c'est inutile. Les échelles des instruments
brille à peine d'une lueur verte phosphorescente. Mais derrière le verre de l'épiscope, c'est un mur d'encre. Il devra tirer au son, à l'éclair, à l'intuition. Il doit devenir une partie de cette machine, fusionner ses nerfs avec elle. La forêt est silencieuse, mais c'est un silence trompeur. Quelque part là-bas, dans la profondeur des fourrés, des moteurs grondent. Les moteurs allemands Maybach fonctionnent différemment des diesels soviétiques. Ils ont un autre timbre, plus aigu, bourdonnant, un son d'essence. Ignatiev attend ce son. Il sait que les panthères se sentent les maîtres de la nuit. Ils ont une excellente optique Zeiss, ils ont des tourellots de commandement, ils ont la radio. Il pense que les Ivans russes sont assis là, sourds et aveugles, tremblants de peur dans leurs tranchées. Les Allemands ignorent une chose. Ici, sur l'étroite route de Rondin, le tueur de fauves les attend. Et il n'a pas peur. Il n'a rien pour avoir peur. La machine n'a pas d'émotion. Il n'y a que le calibre 152 mm et l'ordre de tenir jusqu'à la mort. Quant aux hommes à l'intérieur, la peur s'est consumée depuis longtemps, ne laissant derrière elle qu'une colère froide et calculatrice et une lourde fatigue de plomb. Le temps s'étire, se transformant en poids épaisse. Chaque minute d'attente tire sur les nerfs. Les mains du tireur reposent sur les volants de pointage, les paumes moites de sueur. Il les essuie sur son pantalon, les repose sur le métal froid. L'essentiel est de ne pas tressaillir trop tôt. L'essentiel est de tenir. L'isolement est total. Personne ne viendra à l'aide. Personne ne couvrira le flanc. Toute la guerre, à cette minute précise, s'est comprimée à la taille d'une tranchée forestière et de 4 hommes enfermés dans une boîte d'acier au milieu d'une nuit hostile. Ignatiev ferme les yeux pour aiguiser son ouïe au maximum. Il attend. Il attend le son qui déchirera ce silence. Le son des chenilles qui claquent. Le silence tombe sur leurs épaules comme une dalle de plomb. Le moteur V2K est muet. Et désormais, les seuls bruits à l'intérieur du blindage sont la respiration sifflante de 4 hommes et le craquement rare, comme un coup de feu, du collecteur qui refroidit. Le Su-152 n'est plus une bête rugissante. C'est maintenant 45 tonnes et demie de métal froid et mort, fondu dans le paysage. Ignatiev fait un signe de la main. Ouvrir les écoutilles. Un risque. Un éclat perdu peut arriver à n'importe quelle seconde. Mais dans un char verrouillé, on est aveugle et sourd. Les épiscopes la nuit sont inutiles. Ce sont juste des morceaux de verre regardant le néant. Et ils ont besoin d'oreilles. Les écoutilles basculent avec fracas. L'air nocturne humide s'engouffre dans le compartiment de combat, chassant l'odeur de brûlé et de sueur. Mais cela n'apporte aucun soulagement. La forêt autour vit sa vie incompréhensible et menaçante. Le craquement du bois dans le vent sonne comme le pas d'un fantassin. Le bruissement d'une branche comme le mouvement d'une culasse. L'équipage se transforme en un grand nerf à vif. Ils ne sont plus des hommes en ce moment. Ils sont un sonar vivant, réglé sur une seule et unique fréquence. La fréquence de la mort. Le mécanicien conducteur Mishka, la tête sortie de l'écoutille, plisse les yeux, bien qu'il n'y ait rien à accrocher du regard. Il écoute. Son monde est fait de vibrations et de tonalités. Il peut distinguer le fonctionnement d'un diesel d'un moteur à essence à 3 km. Il connaît le son de l'effort d'un Tigre et le gémissement de la boîte de vitesse d'un Panzer IV. Mais maintenant, il cherche autre chose. J'entends. Le chuchotement du mécano ressemble au bruissement de feuilles sèches. Ils arrivent. Tous se figent. Même le cœur semble sauter des battements pour ne pas gêner l'ouïe. D'abord, c'est juste un fond sonore. Un changement à peine perceptible
de la densité de l'air. Un grondement bas et vibrant que l'on ne sent pas avec les oreilles, mais avec le diaphragme. Il augmente lentement, arrivant par vagues. Ce n'est pas notre son. Les chars soviétiques tonnent, cliquettent. Leurs chenilles frappent les patins comme des marteaux sur une enclume. Ici, le son est différent. Régulier, visqueux, métallique, mais avec un sifflement étrange, presque mélodieux. Des panthères, constate le mécano avec assurance, sans se retourner. Chenilles tendues, suspension imbriquée. Ils avancent en douceur, les salauds. Les Allemands roulent avec assurance, avec arrogance. Ils se sentent maîtres de la situation. La nuit, le brouillard, l'absence de résistance, tout cela joue en leur faveur. Ils croient en leurs appareils de vision nocturne, en leur optique, en leur blindage. Pour eux, cette forêt est juste un obstacle sur la carte qu'il faut franchir sur la route de Lvov. Ils ne se faufilent pas, ils marchent. Le rugissement des moteurs Maybach devient plus distinct. Des notes d'ivresse à l'essence à haut indice d'octane y apparaissent. « Combien ?» La voix d'Ignatiev est sèche, professionnelle, aucun tremblement. « 1 kilomètre, peut-être moins », répond le tireur, pressant les écouteurs de son casque contre ses oreilles, bien que la radio soit morte. C'est une habitude. « Le vent vient de nous, il porte le son au loin. »« Plus près, » objecte le chargeur. Il se tient à demi courbé, enlaçant la culasse comme s'il cherchait sa protection. 800 mètres. Tu entends comme ils accélèrent dans la montée? Ils passent le ravin. Discuter de la distance dans l'obscurité, c'est lire dans le marc de café, avec la vie pour prix. Une erreur de 200 mètres pour l'obusier canon ML-20 de 152 mm en tir direct n'est pas critique pour la hauteur, mais critique pour le temps. Si tu tires trop tôt, tu démasques ta position, et 3 canons de 75 mm te couvriront d'une salve de riposte. Si tu tires trop tard, ils te verront avant et te brûleront à bout portant. Le canon long du Panthère perce la face avant du tueur de fauves comme du carton. Ignatiev ferme les yeux. Il essaie de construire une maquette en 3 dimensions de la situation dans sa tête en s'appuyant uniquement sur le son. Le grondement des moteurs se divise en 3 sources distinctes. Le premier est le plus bruyant, le leader. Derrière lui, avec un léger retard, 2 autres. Ils avancent en colonne, trace dans la trace, pour ne pas sauter sur des mines. Intelligents, expérimentés. Le son devient physiquement insupportable. Il semble que la terre sous l'automoteur commence à trembler finement. Le cliquetis des chenilles ne se fond plus dans le grondement, mais s'entend distinctement. Dzin, dzin, dzin. C'est le métal des patins qui frappe les barbotins. 600 mètres, chuchote Ignatiev. Au combat, fermez les écoutilles. Les lourds couvercles des écoutilles retombent, coupant l'équipage du monde. À l'intérieur, il fait instantanément étouffant et étroit. L'obscurité s'épaissit. Désormais, il ne s'oriente plus qu'au son qui pénètre à travers le blindage et aux vibrations de la coque. « Hausse 0 », commandent les lieutenants. « Correction, une demi-figure, pointe au son. » Le tireur tourne les volants. La tourelle ne tourne pas. Il faut ajuster le canon dans un secteur limité. Le tube de près de 5 mètres rampe vers la droite, tâtonnant vers la cible invisible. Les mains du tireur sont mouillées. Il les essuie sur sa combinaison, laissant des traînées d'huile. La peur est là, mais elle est refoulée profondément à l'intérieur, sous la croûte du professionnalisme. La peur, c'est quand on ne sait pas quoi faire. Eux, ils savent. Leur tâche est de transformer l'énergie cinétique de l'obus en destruction. Dans l'épiscope, rien. Une boue noire. Mais voilà que dans cette boue, quelque chose d'autre commence à apparaître. Pas de la lumière, non. Un changement dans la densité de l'obscurité. Des silhouettes vagues, à peine perceptibles,
plus noire que la nuit elle-même. Elle bouge, déchirant le tissu du brouillard. Je vois, expire le tireur. Sa voix part dans les aigus. 3. Ils avancent avec les feux de croisement. Les Allemands ont allumé leurs phares avec des caches à fente, d'étroites bandes de lumière pour voir la route, mais sans être repérés depuis les airs. Présomption. Dans l'obscurité absolue de la forêt, ces bandes de lumière agissent comme des phares maritimes. Elles crient « Nous sommes ici ! Tirez ici !» La distance se réduit. 400 mètres. 350. Le fracas des moteurs allemands remplit maintenant tout l'espace. Il pèse sur les oreilles, même à travers les casques. On a l'impression que les panthères roulent directement sur leur tête. L'adrénaline frappe aux tempes comme des marteaux. La bouche s'assèche tellement que la langue semble être un morceau de papier de verre. Ignatiev regarde l'aiguille des secondes de sa montre, luisant dans le noir. Le temps a ralenti. Chaque seconde s'étire en une éternité. Il attend que la machine de tête présente son flanc, ou au moins sa joue. Le blindage frontal du panthère est solide. Un ricochet est possible, même pour leur calibre. Il faut le bon angle. Il faut le moment. Attendre, dit-il durement, sentant que le tireur est déjà prêt à appuyer sur la détente. Les nerfs vibrent comme des cordes tendues. Attendre. 300 mètres. La silhouette du char de tête grandit dans l'épiscope comme une ombre monstrueuse. On voit le long canon avec son frein de bouche, oscillant au rythme du mouvement. On voit la tourelle plate. La bête part à la chasse, sans savoir qu'elle est déjà le gibier. À l'intérieur du Su-152, ça sent la peur acide et l'acier froid. 4 hommes se sont recroquevillés, fusionnant avec leur machine. Ils ne respirent pas. En cet instant, il n'y a ni passé, ni futur, ni patrie, ni Staline. Il n'y a que la croix du viseur rampant sur le blindage du char ennemi et le doigt du tireur sur la gâchette électrique. 200, chuchote Ignatiev. Le vacarme à l'extérieur atteint son paroxysme. On dirait que la chenille allemande va leur écraser le toit d'un instant à l'autre. L'instinct de conservation hurle « Fuis !» mais la discipline maintient le corps dans un étau de fer. C'est un duel de nerfs. Qui flanchera le premier? Qui commettra la première erreur? Les Allemands ne les voient toujours pas. Camouflés par des branches, immobiles, froids, l'automoteur n'est pour eux qu'une partie de la forêt, une colline, une bosse. Ignatiev inhale l'air vicié du compartiment. Feu! Le doigt du tireur enfonce le bouton de mise à feu électrique. Au même instant, le monde cesse d'exister dans les catégories habituelles de son et de lumière. Le tir de l'obusier canon ML20 de 152 mm dans une forêt nocturne n'est pas une détonation. C'est une déchirure de la réalité. Le frein de bouche, pièce d'acier massive au bout du canon, encaisse le choc monstrueux des gaz de poudre, les détournant sur les côtés pour amortir le recul. Mais on ne trompe pas la physique. 45 tonnes de métal sont projetées en l'air comme un jouet d'enfant. L'automoteur claque de tout son être, reculant et enfonçant ses chenilles dans le bois souple du chemin de Ronda. Éclat de supernova. Pendant une fraction de seconde, la forêt plongée dans les ténèbres d'encre est illuminée par une lumière blanche, chirurgicale, aveuglante. Les ombres des arbres s'agitent en panique, s'allongeant et se brisant. Dans cet instantané de mort, tout est visible. Chaque aiguille sur l'épicéa, chaque boulon sur le blindage du char allemand, le visage figé dans une grimace de tension du conducteur dans l'écoutille ouverte du panthère. L'obus 53 BR 540
Un bloc perforant à tête plate pesant 48 kg et 800 grammes quitte le canon à la vitesse de 600 mètres par seconde. La distance est de 200 mètres. Ce n'est pas une distance pour la balistique, c'est un tir à bout portant. L'obus n'a pas le temps de voir sa trajectoire descendre. Il vole sur un fil tendu. Impact. Ce n'est pas une pénétration. Les ingénieurs allemands étaient fiers du blindage incliné du Panthère, calculé pour faire ricocher les obus de calibre 76 ou 85 mm. Mais ici, une autre mathématique est à l'œuvre. La mathématique d'une énergie cinétique démesurée. Près de 50 kg d'acier trempé percute la plaque frontale du char allemand avec la force d'une locomotive lancée. Le blindage tient, mais cela ne sauve rien. L'énergie du choc est si monstrueuse que les soudures éclatent comme des fils pourris. Le chemin de roulement de la tourelle, mécanisme complexe de roulement et de couronne dentée, se déforme instantanément. La tourelle, pesant plusieurs tonnes, est simplement arrachée du châssis. Elle s'envole, culbutant comme un chapeau emporté par le vent, et s'écrase avec fracas sur le blindage du compartiment moteur, broyant les grilles des radiateurs. À l'intérieur du char allemand, se produit ce que les rapports secs appellent une perte irrémédiable de personnel. Du fait de la différence de pression monstrueuse causée par un impact cinétique d'une telle force, l'air se transforme en onde de choc. L'équipage meurt instantanément, sans même avoir eu le temps de comprendre ce qui s'est passé. Leur corps, qui était il y a 1 minute l'élite de la Panzerwaffe, se transforme en matière informe. Aucune bravoure. Juste la physique des solides et la résistance des matériaux. L'obscurité revient aussi brutalement qu'elle a disparu. Mais elle est différente maintenant. Elle est dense, bourdonnante, remplie de taches violettes flottant devant les yeux. L'équipage du Su-152 est aveuglé par son propre éclair. « Obus !» Le cri du tireur se noie dans le bourdonnement des oreilles. « Je l'ai eu, le salaud! Tu as vu? La tourelle a été rasée !» À l'intérieur du compartiment de combat, c'est l'enfer. La lampe d'éclairage a clignoté et s'est éteinte sous la secousse. Dans le noir, on entend un son lourd et caverneux. C'est la douille en laiton tiré qui est tombée sur le plancher. Elle est brûlante. Elle dégage une chaleur de poêle. L'odeur de poudre brûlée prend à la gorge. Âcre, amère, provoquant la toux. Le ventilateur vrombit péniblement, essayant d'aspirer la fumée bleuâtre, mais ses pales ne font que brasser l'air empoisonné. Ignatiev secoue la tête, tentant de chasser l'étourdissement. Devant ses yeux persiste cette image, la silhouette décapitée du panthère dans un halo de feu. C'est le triomphe de la force brute sur la technologie. Le tueur de fauves a justifié son surnom. Il ne fait pas d'escrime, il frappe à la massue. « Recul normal !» rapporte le chef de pièce, hurlant par-dessus le bruit dans sa tête. « Retour en batterie complet !» Les émotions de l'équipage sont un mélange explosif d'exaltation du prédateur ayant abattu sa proie et de terreur animale face à la conscience de sa propre vulnérabilité. Ils viennent de se révéler. L'éclair du tir a été visible à des kilomètres. Maintenant, chaque Allemand dans cette forêt sait où ils sont. « Arrière !» râle Ignatiev, la voix brisée. « Recule, Misha, on se cache dans les buissons. » Le moteur rugit, crachant des nuages de fumée noire. Le Su-152 a un soubresaut et commence à reculer, brisant le sous-bois. Les chenilles crissent, broyant branches et boue. Il faut changer de position, même de 10 mètres, s'éloigner un tout petit peu de la ligne de mire. Les deux autres, restés dans l'obscurité derrière le panthère, vont reprendre leurs esprits. Ils sont sous le choc, ils ont perdu leur chef. Mais ils sont encore mortellement dangereux. Le tintement de la lourde douille roulant sur le plancher strié du compartiment tape sur les nerfs. Le chargeur l'envoie valser d'un coup de pied,
libérant de l'espace. Ses mains tremblent, mais ce n'est pas de la peur. C'est le tremblement de l'adrénaline. « Chargez !» L'ordre sonne comme une sentence. « Perforant ! Plus vite !» Une course contre la mort commence. Un canon à un coup contre les canons semi-automatiques de l'ennemi. Ils ont peut-être 30 secondes avant que les Allemands ne comprennent d'où la mort est arrivée et ne tournent leur tourelle. 30 secondes pour recharger 50 kg de mort. Devant, là où il y a une seconde, se trouvait le redoutable char allemand. Un bûcher s'embrase maintenant. Les vapeurs d'essence ont pris feu, et les flammes commencent à lécher le métal tordu. Ce feu est la seule chose qui éclaire désormais la scène du combat nocturne. Il arrache à l'obscurité les silhouettes des deux autres machines. Elles se sont figées. Leurs tourelles commencent à tourner lentement, par à-coups, cherchant l'agresseur. Leurs canons fouillent l'obscurité, comme les doigts aveugles d'un assassin. Ignatiev regarde dans l'épiscope. Ses yeux pleurent à cause de la fumée. Son cœur bat quelque part dans sa gorge. Le premier round est pour eux, mais la forêt en cache encore deux. Et ce ne sont plus des chasseurs insouciants, ce sont des bêtes blessées, acculées et donc doublement dangereuses. « Allez, mon grand, allez !» chuchote le chargeur, en lassant l'obus. Les muscles de son dos se tendent comme des câbles. Le combat vient juste de commencer. Et dans ce duel de calibre, une seconde chance se présente rarement. L'automoteur, faisant cliqueter ses chenilles, recule brusquement. La machine de plusieurs tonnes recule dans le sous-bois dense, cassant de jeunes bouleaux comme des allumettes. À l'intérieur du poste de combat, cette manœuvre ressemble à un tremblement de terre. L'équipage est projeté d'un bord à l'autre. Les épaules cognent la culasse, les genoux heurtent le râtelier. Mais il n'y a pas de douleur. Il n'y a que l'instinct animal. Se cacher, se dissoudre dans l'obscurité, quitter la ligne de tir de riposte. « Halte !» hurle Ignatiev, quand l'arrière bute contre quelque chose de dur, probablement le tronc d'un chêne séculaire. La machine se fige, et à la même seconde, l'enfer du rechargement s'abat sur l'équipage. Pour un observateur extérieur, le tir dure 1 seconde. Pour l'équipage du Su-152, c'est le début du bagne. Le canon ML-20 a un chargement séparé. Cela signifie qu'il n'y a pas de cartouche unitaire, comme dans le char T-34. L'obus est à part, la charge dans la douille est à part. Pour tirer un seul coup, il faut pousser manuellement dans la culasse près de 80 kg de mort. Dans le compartiment de combat, règne un brouillard bleuâtre. Le ventilateur électrique sur le toit de la casemate hurle à la mort, essayant d'aspirer les gaz de poudre, mais il est impuissant. Après un tir de calibre 152 mm, il se forme dans le volume clos une telle concentration de monoxyde de carbone et d'oxyde d'azote que l'air devient une gelée toxique. Il écorche la gorge, brûle la muqueuse du nez, fait pleurer les yeux au point qu'on n'y voit plus rien. Le chargeur, un solide gars de la campagne au dos large, arrache son casque. Il le gêne. Maintenant, ce n'est pas l'ouïe qu'il faut, mais la force musculaire brute. Il prend une profonde inspiration, avalant ce mélange toxique, et plonge vers le râtelier sur le flanc gauche. Là, dans leurs alvéoles, ils reposent. Les obus perforants à tête plate 53 BR 540. Le poids de chacun est de 48 kg et 800 g. Presque un demi-quintal d'acier froid et huileux. Ce n'est pas un sac de grains qu'on peut confortablement jeter sur l'épaule. C'est un cylindre lisse qui cherche à glisser des mains moites et à broyer les os du pied. « Obus !» râle le chargeur. Sa voix est cassée. Il enlace le bloc à 2 mains, le pressant contre sa poitrine comme un enfant.
Les muscles de son dos se tendent sous la combinaison trempée de sueur. On dirait que le tissu va craquer. Les veines de son cou gonflent comme des cordes. Il soulève la masse du sol d'un coup sec. Le plancher du poste est glissant d'huile et de suie de douille. Ses jambes s'écartent. Garder l'équilibre dans la pénombre, alors que le sol vibre sous les pieds à cause du moteur, est une tâche d'équilibriste, pas de soldat. Un pas. Encore un pas. Il s'approche de la culasse. Le servant de culasse a déjà ouvert le bloc culasse à vis. La gueule noire du canon attend. Une chaleur en émane, comme d'un four de l'enfer. Le chargeur pose le nez de l'obus sur le berceau. Maintenant, le plus difficile. Il faut le pousser. Pas simplement le pousser, mais l'enfoncer avec force dans les rayures du canon pour que la ceinture de guidage en cuivre morde l'acier et scelle le canal. Si on pousse trop faiblement, le coup ne partira pas ou la culasse ne fermera pas. Il prend le refouloir spécial, un bâton en bois avec un renflement au bout. Et hop, expire-t-il, mettant tout le poids de son corps dans le coup. Bruit sourd du métal contre le métal. L'obus part dans le tube. Ce son, lourd et dense, signifie que la moitié du travail est faite. Mais pas le temps de se reposer. La douille, se commande le chargeur à lui-même. Il n'entend plus les ordres du commandant. Il travaille comme un automate, comme un mécanisme remonté. Il se tourne vers le râtelier de droite. Là, se trouvent les douilles en laiton. Elles sont plus légères, mais plus volumineuses. À l'intérieur, une charge variable complète. Des kilogrammes de poudre qui, dans 1 minute, se transformeront en feu et en pression. Il saisit la douille par le rebord, l'arrache de son alvéole. Le laiton teinte. À ce moment, il titube. La tête lui tourne. Le monoxyde de carbone fait son œuvre. L'hypoxie cérébrale arrive sans prévenir. Des cercles rouges flottent devant ses yeux. Un filet chaud coule de son nez. Un vaisseau a éclaté sous l'effort et la pression. Il lèche le sang salé sur sa lèvre, crache une salive noire sur le sol. Interdiction de s'arrêter. L'arrêt, c'est la mort. Il traîne la douille vers la culasse. Ses mains tremblent. Pas de peur, mais d'extrême fatigue. Chaque mouvement, qui à l'entraînement prenait 1 seconde, s'étire maintenant, exige un effort de volonté. La douille entre avec fracas dans la chambre derrière l'obus. « Prêt !» crie-t-il en sautant de côté vers la paroi de la casemate pour ne pas être pris par le recul. Le servant claque avec force la lourde culasse à coin. Le déclic du mécanisme de verrouillage sonne comme un coup de pistolet. C'est le son le plus désiré au combat. Il signifie que le canon est redevenu une arme, et non un tuyau inutile. « Pièce prête !» rapporte le servant. À l'intérieur de l'automoteur, il fait chaud comme dans un bain de vapeur. La température de l'air est montée à 40 degrés. Une vague de chaleur émane de la culasse. Les visages des tankistes sont noirs de suie. Seuls les yeux et les dents s'y détachent en taches blanches. La sueur coule à flot, irritant les égratignures sur la peau. Le chargeur glisse le long de la paroi sur une caisse à outils. Il lui faut 30 secondes pour reprendre son souffle. Sa cage thoracique se soulève violemment, aspirant l'air empoisonné. Ses mains tremblent d'un fin tremblement. Il regarde ses paumes. Elles sont écorchées jusqu'au sang par le métal. Mais il ne le sent même pas. La douleur viendra plus tard, s'il survive. Pour l'instant, il est assis dans cette boîte de fer remplie de gaz et il attend. Il attend le prochain tir pour se relever et soulever ses maudits 50 kilogrammes. Ignatiev ne regarde pas l'équipage.
Il n'a pas le temps pour la compassion. Il sait que les hommes sont à bout, mais il sait aussi que les Allemands n'ont pas de limite. Les panthères sont là, dans la forêt, et ils cherchent une cible. Essuie ta sueur, lance-t-il au tireur sans se détacher de l'épiscope. Celui-ci passe sa manche sur son front, étalant la crasse. Le carrousel infernal du chargement est terminé. Maintenant, c'est à nouveau le tour des nerfs. Mais les ombres dans la forêt ont déjà changé de position. La carcasse brûlante du panthère détruit n'éclaire plus leur position. Elle est devenue juste une tache brillante en périphérie, gênant la vision nocturne. Maintenant, il faut s'orienter autrement. « Prépare un explosif pour le suivant », dit sourdement Ignatiev. « Si on rate avec le perforant, on déchirera au moins les chenilles avec l'explosif. » Le chargeur hoche la tête dans l'obscurité. L'obus explosif 53 OF 540 pèse 43 kg et demi. Un peu plus léger. Du repos, ricane-t-il amèrement en lui-même. À l'intérieur du SU-152, il n'y a pas de place pour l'héroïsme au sens littéraire. Ici, personne ne pense à des choses élevées. Ici, on pense à comment ne pas laisser tomber la douille, comment ne pas s'évanouir à cause des gaz, et comment réussir à enfoncer l'obus dans le canon plus vite que l'obus allemand ne percera leur front. C'est un travail lourd, sale, masculin. Un travail en enfer. La forêt, qui il y a une minute était noyée dans une obscurité d'encre, s'est maintenant transformée en théâtre d'ombres folles. Le panthère, détruit, brûle, comme seuls peuvent brûler 45 tonnes d'acier rempli d'essence, d'huile et d'explosifs. Une colonne de flammes, grondant comme un chalumeau, jaillit de l'ouverture de la tourelle à 10 mètres de haut, déchirant le manteau de la nuit. Ce feu change toute la géométrie tactique du combat. Ce n'est plus une chasse à l'aveugle, c'est un duel sous stroboscope. Les deux équipages allemands restants sont pris de panique. Ils ne voient pas l'ennemi, mais ils voient ce qui est arrivé à leur commandant. L'instinct de conservation, multiplié par la discipline allemande, dicte une seule solution: supprimer la menace par le feu, à tout prix, même sans voir la cible. Il s'oriente sur la trace résiduelle de l'éclair du tir d'Ignatiev, sur le son, sur l'intuition. Les longs tubes des canons de 75 mm KWK-42 commencent à cracher la mort. La cadence de tir des panthères est élevée. Les obus partent toutes les 6 à 8 secondes. La forêt est transpercée de traçantes. Dans la nuit, elle ne ressemble pas à des lumières romantiques, mais à des barres d'armature incandescentes que quelqu'un lance avec force à travers le fourré. Elles volent en sifflant, éventrant l'air. Suivent les perforants. Les obus fauchent des arbres d'un demi-mètre de diamètre, transformant les troncs en copeaux. Autour du SU-152, l'enfer commence. La terre se soulève en fontaine de boue et de racines. « Plus à gauche! Encore plus à gauche !» hurle Ignatiev, se collant à l'épiscope. Il n'essaie pas de se cacher, il cherche. Le char ennemi en feu est devenu pour lui un phare. Mais pas pour la navigation, pour l'éclairage. Ignatiev comprend. Les Allemands s'agitent en ce moment. Ils essaient de quitter la ligne de feu, reculent, tournent leur front vers la menace supposée, et dans ce chaos, ils traverseront inévitablement la tache de lumière. Impact. La coque de l'automoteur tremble si fort que les dents de l'équipage claquent. Le bruit est comme si un marteau de forge avait frappé un seau vide dans lequel on est assis. Ricochet. L'obus sous-calibré allemand a accroché la joue de la casemate, tracé un profond sillon dans le blindage de 75 mm et, hurlant comme une toupie, est parti vers le ciel. À l'intérieur, de la calamine est tombée. Une odeur d'ozone et de métal en fusion s'est répandue. « Vivant !» La voix du commandant perce à peine le bourdonnement dans les oreilles.
Ça va !» râle le mécanicien, agrippé au levier. « Pas percé, angle aigu !» Ignatiev retourne instantanément à l'observation. Pas de peur. Il y a le constat froid d'un fait. Le blindage a tenu, mais la deuxième fois, ils n'auront peut-être pas cette chance. La distance est dérisoire. 200, 300 mètres. À une telle distance, le canon du Panthère les traverse de part en part. Seule la nuit et la rotation du châssis, qui a augmenté l'épaisseur effective du blindage, les ont sauvés. Et là, ils le voient. Le deuxième char allemand, tentant de partir dans l'ombre des arbres, commet une erreur fatale. Il passe entre le Su-152 et le brasier qu'est devenu le premier char. Sur fond de flammes rugissantes, apparaît une silhouette nette, noire, géométriquement impeccable. C'est la physique de la lumière et de l'ombre. L'Allemand pense s'être caché dans l'obscurité, mais pour Ignatiev, il est maintenant un trou noir sur fond d'enfer orange. On voit tout. Les galets qui tournent, l'inclinaison de la plaque frontale, la tourelle tournée à la recherche d'une cible. Il est comme sur la paume de la main, comme une cible au stand de tir. « Tu vois l'ombre ?» crie Ignatiev au tireur. « Sur fond de feu, deuxième machine. »« Je vois !» répond le tireur. Ses mains travaillent vite, fiévreusement, mais avec précision. Les volants tournent, amenant la croix du viseur au centre de la silhouette noire. Maintenant, plus besoin de deviner, plus besoin d'écouter le bruit du moteur. Ils ont un contact visuel. « Au perforant, tape sous la tourelle, sous la coupe !» commandent les lieutenants. L'ennemi tire toujours. Les traçantes passent à 1 mètre au-dessus du toit de la casemate, abattant des branches qui tombent sur le blindage. Les Allemands tirent en éventail, essayant de tâter l'automoteur soviétique dans les buissons. Ils ne savent pas qu'ils sont eux-mêmes déjà dans le viseur. À l'intérieur du Su-152, le temps se comprime à nouveau en un ressort tendu. Le chargeur, qui vient d'enfoncer un nouvel obus de 48 kilos, s'effondre contre le mur, cherchant de l'air. Son travail est fait. Maintenant, la parole est au tireur. Le tireur saisit le moment où l'oscillation du châssis cesse. La silhouette noire du Panthère rampe dans le viseur. Il essaie de partir en marche arrière, de se cacher derrière l'écran de fumée qui s'étire depuis son confrère en feu. Trop tard. Feu! Le deuxième coup de l'obusier ML-20 sonne comme le verdict du tribunal céleste. De nouveau, la secousse monstrueuse du recul. De nouveau, tout est noyé dans la fumée. Mais cette fois, l'éclair du tir se fond avec les reflets de l'incendie. L'obus franchit la distance en une fraction de seconde. Il frappe exactement là où le tireur visait, à la jonction de la caisse et de la tourelle, juste sous le masque du canon. Le résultat de l'impact d'un calibre 152 mm sur un char plein de munitions et de carburant n'est pas une simple panne. C'est une annihilation. Le bloc perforant défonce le flanc, faisant irruption dans le compartiment de combat. L'énergie cinétique se transforme en chaleur. Flash. Le deuxième Panthère s'embrase non pas comme une allumette, mais comme un baril de poudre. L'explosion des munitions à l'intérieur de la machine déchire la toque de l'intérieur. Le feu jaillit de toutes les écoutilles en jets de 5 mètres de long. La lourde tourelle est projetée et déplacée sur le côté, comme si elle était en carton. La forêt est éclairée par un nouveau soleil. Maintenant, 2 brûlent. « Et de 2 !» hurle le tireur, et on entend dans sa voix l'hystérie du vainqueur. « Il brûle, le salaud! Il brûle comme un cierge !» Ignatiev ne célèbre pas. Il regarde sa montre. Seulement 6 minutes se sont écoulées depuis le début du combat. 6 minutes durant lesquelles ils ont détruit 2 chars lourds. Mais la mathématique de la guerre est implacable. 3 moins 2 égale 1. Quelque part là-bas,
dans les ombres mouvantes, est resté le troisième. Et c'est maintenant le plus dangereux. Il a vu d'où la mort est arrivée pour ses camarades. Il connaît la position. Et il est, selon toute probabilité, déjà chargé. « Éjecte la douille !» commande Ignatiev, coupant court à la joie de l'équipage. « Misha, pleine arrière, on change de position !» L'automoteur, enveloppé de fumée, recommence à bouger. Les chenilles arrachent la terre. Ils doivent disparaître, se dissoudre, devenir invisibles. Parce que maintenant, ce ne sont pas des traçantes perdues qui vont voler dans leur direction, mais du plomb ciblé. Le troisième Allemand n'est pas une jeune recrue paniquée. S'il a survécu aux premières minutes de ce hachoir, c'est qu'il sait attendre. Autour brûlent 2 brasiers. Les ombres dansent d'une danse sauvage sur les troncs des pins. Dans ce chaos de lumière, de sons et de morts, l'équipage du Su-152 entame un nouveau round de cache-cache, dont l'enjeu est la vie. Et le chargeur tend déjà les bras vers le troisième obus, maudissant le poids, la guerre et cet infini, maudit calibre. La fumée des 2 torches ardentes voile les épiscopes d'un linceul gras et noir. Dans la casemate de l'automoteur règne une puanteur qui écorche la gorge. Mais l'équipage ne le remarque plus. L'organisme fonctionne sur les restes d'adrénaline, brûlant les réserves internes. Le troisième char allemand est resté seul. Son commandant se trouve maintenant dans la situation la plus terrible qu'on puisse imaginer à la guerre. Il est dans la forêt, la nuit. Son peloton a été détruit en 6 minutes par un ennemi invisible possédant une puissance de feu monstrueuse. Il ne sait pas combien de Russes sont dans l'obscurité. Une batterie, un régiment ou un seul équipage fou? La panique est mauvaise conseillère. Et l'Allemand commet une erreur. Au lieu de se figer et de se fondre dans l'obscurité, il met plein gaz en arrière, essayant de faire demi-tour et de sortir de ce sac de feu. Le rugissement de son moteur à plein régime couvre le crépitement du métal en feu. « Je vois du mouvement !» crie le tireur, s'écrasant le visage contre le bandeau du viseur. « À droite, à la lisière !» Il fait demi-tour, l'ordure. Il présente son flanc. Ignatiev évalue instantanément la situation. L'Allemand essaie d'effectuer un demi-tour sur place, faisant travailler ses chenilles en sens inverse. À ce moment, il expose l'endroit le plus vulnérable de n'importe quel char, le flanc et le train de roulement. Là, le blindage est plus fin. Là, il n'y a pas de plaque inclinée capable de réfléchir le coup. « Qu'est-ce qu'il y a dans le tube ?» hurle Ignatiev, bien qu'il se souvienne parfaitement de l'ordre. « Explosif !» répond le chargeur. Il est assis par terre, les bras enserrant ses genoux. Il n'a plus la force de se lever. Dans le canon repose l'obus 53 OF 540. Ce n'est pas un bloc perforant créé pour transpercer l'acier. C'est un verre d'acier bourré de près de 6 kg de TNT et d'exogène. Le poids de l'obus est de 43 kg et demi. Ce n'est pas une arme de piqûre précise, mais de destruction totale. Destinée à démolir des bunkers en béton et à anéantir l'infanterie dans les tranchées, contre les blindés, elle fonctionne sur le principe de la masse. « Tape dans le train de roulement !» commande le lieutenant. « Plante-le lui sous les galets !» L'automoteur se fige une seconde. Ajustement. Retenir son souffle. Feu! Troisième tir en 12 minutes. L'obusier canon ML-20 crache une boule de feu. L'obus explosif vole un peu plus lentement que le perforant, mais à cette distance, cela n'a pas d'importance. Impact. Cette fois, il n'y a pas de bruit de métal contre métal. Il y a le bruit d'une déflagration qui assourdit tout ce qui vit dans un rayon d'1 kilomètre. L'obus frappe exactement le train de roulement du Panthère, entre les galets de roulement et le sol. La fusée se déclenche instantanément.
6 kg d'explosifs détonnent dans l'espace clos entre la chenille et le flanc du char. L'onde explosive d'une force monstrueuse cherche une sortie. Elle déchire la bande de chenille en lambeaux, transformant les patins massifs en shrapnel. Elle arrache les galets avec les barres de torsion, les projetant dans la forêt. Mais le plus terrible arrive à la coque. La machine de 45 tonnes reçoit un coup latéral d'énergie cinétique de l'explosion d'une telle puissance que les lois de la gravité reculent temporairement. Le centre de gravité élevé du panthère lui joue un mauvais tour. Le char gîte. L'onde de choc soulève son flanc droit. Lentement, comme au ralenti, la lourde machine allemande décolle du sol. Elle bascule sur le flanc gauche, puis, perdant l'équilibre, avec un fracas qui fait trembler la terre, se retourne sur le côté. La tourelle, ayant perdu son appui, fait crisser son canon contre le sol, le tordant comme un nœud. Le ventre du char, sale, huileux, sans défense, regarde le ciel nocturne. « Il est couché !» L'incrédulité teinte dans la voix du tireur. « On l'a retourné ! Commandant, on l'a retourné !» Le silence s'installe dans la forêt. Il ne vient pas tout de suite. D'abord, un tintement fin et perçant persiste dans les oreilles, conséquence de la contusion due à leur propre tir. Puis, à travers ce tintement, un crépitement commence à percer. Ce sont les chars en feu qui craquent. C'est le métal qui éclate en refroidissant ou en surchauffant. C'est, quelque part à l'intérieur du 3e panthère retourné, les obus des munitions qui commencent à exploser. Des claquements sourds, viscéraux, qui font tressaillir la carcasse couchée sur le flanc. Ignatiev se renverse sur le dossier de son siège. Sa combinaison est trempée jusqu'à l'os. On pourrait l'essorer. Ses mains tremblent tellement qu'il ne peut pas déboutonner son col. Il regarde sa montre. 12 minutes. Seulement 12 minutes se sont écoulées depuis qu'ils ont entendu le premier bruit de chenille. En 12 minutes, un seul équipage, coupé du monde, sourd, a détruit à l'aveugle un peloton de blindés d'élite allemands. 3 chars lourds, près de 150 tonnes de métal ennemi transformés en ferraille. Ce n'est pas de la chance, c'est le calibre. 152 mm ne laisse aucune chance. C'est un argument d'acier contre lequel Krupp et Daimler-Benz n'ont pas trouvé d'objection. Dans la casemate, quelqu'un commence à rire, d'abord doucement, puis plus fort. C'est le chargeur. Il rit en regardant le plafond noir, et des larmes coulent sur son visage, étalant la suie. Ce n'est pas de la gaieté, c'est l'évacuation d'une tension qui aurait pu faire exploser le cœur. Le mécanicien conducteur, le front appuyé contre les leviers, reste simplement silencieux, ses épaules tressautes. Ignatiev ne les arrête pas. Il comprend. Ils viennent de revenir de l'au-delà. Ils ont fait leur travail. Un travail lourd, sale, effrayant. « Fin de l'alerte », dit-il doucement. Et cette voix résonne plus fort que n'importe quel coup de canon. « Coupez les moteurs, aérez le compartiment. » Il se lève avec peine et pousse l'écoutille du tourello de commandement. Le lourd métal cède. L'air nocturne s'engouffre dans la casemate, froid, frais, mêlé à l'odeur de brûlé et de chair calcinée. Ignatiev se penche dehors jusqu'à la taille. Le tableau devant lui est digne du pinceau d'un peintre de bataille réaliste. 3 bûchers dans la forêt. 2 sont debout, crachant des flammes vers le ciel. Le 3e est couché sur le flanc, et la fumée s'en échappe en rasant le sol. Autour, la terre retournée, des arbres brisés, des cratères. C'est leur œuvre. C'est la trace du tueur de fauves. Ils ont vaincu non pas parce qu'ils étaient des héros, mais parce qu'ils avaient l'instinct du prédateur,
la connaissance de leur machine et un obus pesant un demi-quintal. La physique était de leur côté. Ignatiev sort son étui à cigarette, mais ses doigts ne lui obéissent pas. Il regarde simplement le feu et écoute la forêt reprendre progressivement ses droits sur le silence. La nuit continue. L'aube n'arrive pas avec des rayons de soleil, mais avec une gelée grise et collante. Le brouillard de juillet, lourd d'humidité, se mêle à la fumée noire et grasse qui monte encore des carcasses refroidissantes de la technique allemande. La forêt ressemble à un cimetière de navires jetés sur le rivage par la tempête. Le silence est tel que le bourdonnement dans les oreilles semble être un son distinct, autonome. L'écoutille de la casemate du commandant du SU-152 est grande ouverte. Comme de la gueule d'un volcan éteint, une odeur de brûlé bleuâtre s'en échappe encore. Le premier à sortir est le chargeur. Il ne saute pas, il tombe presque, s'accrochant aux étriers avec des mains qui ne répondent plus. Son visage est un masque noir sur lequel le blanc des yeux semble d'une brillance anormale, enflammée. Il glisse le long du blindage sur la chenille, puis sur le sol et tombe à genoux. Il vomit une bave noire. L'organisme essaie de se débarrasser des produits de combustion de la poudre qu'il a respirée durant la dernière demi-heure. Les autres sortent à sa suite. Le lieutenant Ignatiev descend en dernier. Ses jambes sont en coton. Elles font ressort comme s'il marchait sur un matelas et non sur la terre ferme. Sa tête bourdonne comme si un transformateur fonctionnait à l'intérieur. Ce sont les conséquences de la différence de pression lors des tirs et d'une légère intoxication au monoxyde de carbone. La ventilation dans les automoteurs est un problème éternel. Et après 3 tirs d'un tel calibre, l'atmosphère à l'intérieur devient impropre à la vie. Mais ils ont survécu. Ils se tiennent près de leur machine, titubant comme des ivrognes. 4 hommes, dans des combinaisons huileuses et sales. Aucun cri de triomphe, aucune accolade. La fatigue est telle qu'il n'y a même pas la force d'allumer une cigarette. Ignatiev sort une cigarette russe, la triture de ses doigts sales, mais les allumettes cassent l'une après l'autre. Le mécano lui tend un briquet, une prise de guerre, allemand. La flamme tremble. Allons voir. La voix d'Ignatiev est rauque, croassante. Il la reconnaît à peine lui-même. Ils traversent la clairière, leurs bottes faisant floc-floc dans la boue mêlée d'huile et de cendres. C'est une excursion à travers l'enfer qu'ils ont eux-mêmes organisée. Première cible, le panthère sans tourelle. À la lumière du matin, les destructions paraissent encore plus terribles que la nuit. La tourelle, pesant près de 8 tonnes, gît à 15 mètres de la coque, à moitié enfoncée dans le sol mou. Le canon est courbé en arc par le choc contre le sol. La coque du char elle-même ressemble à une boîte de conserve ouverte. Le chemin de roulement, l'endroit où la tourelle se fixe à la caisse, est dévasté. La couronne dentée est arrachée avec la racine. Ignatiev s'approche du blindage frontal. Il voit le point d'impact. Ce n'est pas un trou net que laisse une perforatrice sous-calibrée. C'est une plaie déchiquetée de 20 cm de diamètre. Les bords du blindage sont fondus et retournés vers l'extérieur. Autour de la brèche, le métal s'est fissuré comme du verre brisé. Le choc cinétique du bloc de 48 kg a été d'une telle force que les soudures de la coque se sont ouvertes sur les flancs. Le char a simplement éclaté aux coutures, ne supportant pas la surcharge. « Regarde, commandant !» dit d'une voix rauque le tireur, montrant la brèche. « La tête passe !» Et en effet, on peut passer la tête dans le trou. À l'intérieur, c'est le noir et l'odeur de la mort. L'équipage s'est volatilisé. La physique ici a travaillé impitoyablement. Le saut de pression instantané a transformé les hommes en biomasse. Il continue. La deuxième machine a brûlé jusqu'au sol.
Le métal, à cause de la haute température, a perdu sa trempe, est devenu gris, rugueux, couvert de calamine. Les bandages en caoutchouc des galets ont brûlé, laissant les jantes de fer nues. Les chenilles pendent comme des serpents morts. Ici, il n'y a rien à voir. Le feu a détruit toutes les traces, ne laissant qu'un squelette. Le troisième panthère est couché sur le flanc, montrant au monde son ventre vulnérable. L'obus explosif a fait son œuvre. 3 galets de roulement sont arrachés avec les éléments de suspension. Le flanc est enfoncé vers l'intérieur d'un demi-mètre. C'est une démonstration visuelle de ce qui se passe quand 6 kg d'explosifs détonnent contre le train de roulement. Le colosse de plusieurs tonnes a l'air pitoyable, comme un scarabée retourné. Parmi le fatras éparpillé, douilles, caisses, morceaux de chenilles, Ignatiev remarque une sacoche en cuir. Elle gît dans la boue, miraculeusement intacte, éjectée par l'onde de choc de l'écoutille ouverte du char retourné. Le lieutenant la ramasse. Cuir allemand, de qualité, solide. À l'intérieur, une carte. Ignatiev la déplie. La carte est parfaite. Impression typographique, courbe de niveau net. La forêt est dessinée jusqu'au moindre ravin. Sur la carte, des annotations soignées au crayon de couleur. Des flèches bleues indiquent l'itinéraire. Les secteurs de tir sont marqués en pointillés. Heure d'arrivée sur la ligne, heure de l'attaque. Tout est planifié à la minute près. L'Ordnung allemand, l'ordre. Ils avaient tout prévu. Ils avaient pris en compte la topographie, l'heure, l'état du sol. Ils n'avaient oublié qu'une chose, que dans les buissons, sur une route forestière oubliée de Dieu, se tiendrait un automoteur soviétique sale, grossier, mais absolument mortel, avec un équipage qui n'avait rien à perdre. Ignatiev regarde ces flèches soignées et ressent un vide étrange. Toute cette technologie allemande, leur optique Carl Zeiss, leur radio, leur tactique millimétrée, tout cela s'est brisé contre la force brute et primitive du calibre 152 mm. La guerre n'est pas un jeu d'échecs. C'est une bagarre de rue. Et ici, ce n'est pas celui qui a le plus bel uniforme ou la carte la plus précise qui gagne, mais celui qui a le coup de poing américain le plus lourd et le crâne le plus solide. Il rejette la sacoche dans la boue. Il n'en a pas besoin. Sa carte, c'est la forêt, le chemin de rondins et l'épiscope du viseur. Ils se retournent vers leur machine. Le Su-152 se dresse sur fond de forêt, trapu, anguleux, dépourvu de toute élégance. Il ressemble à un énorme rocher taillé à la hache. Les soudures sont grossières, inégales. Elles ont été soudées par des adolescents et des femmes dans les usines de l'Oural en 3-8. Le blindage n'est pas poli, il est rugueux. On voit des cicatrices sur la casemate, une longue éraflure de ricochet qui a fait sauter la peinture jusqu'au métal. Mais dans cette laideur, il y a une esthétique propre. L'esthétique de la fonctionnalité absolue. Le frein de bouche massif regarde le ciel. Ce n'est pas un instrument politique, c'est un instrument de destruction. Ignatiev passe la main sur le blindage de son tueur de fauves. Il est tiède, presque chaud. La machine respire, refroidissant après le combat. « Elle est vivante, la vieille !» marmonne le mécano en caressant la chenille. Dans ce geste, il y a plus de tendresse que dans n'importe quelle lettre à la maison. Ils le savent. Ce tas de ferraille est la seule chose qui les sépare du néant. Elle leur a sauvé la vie en encaissant le coup, et elle a pris la vie des ennemis en crachant 3 morceaux d'acier. Le brouillard commence à se dissiper. L'aube grise cède la place à un matin pâle. On voit maintenant l'ampleur de la destruction. La tranchée est labourée comme si des charrues géantes y étaient passées. Les arbres sont brisés à 2 mètres de hauteur.
Leurs éclats blancs brillent dans la pénombre comme des os. L'équipage se tait. Ils n'ont rien à se dire. Les mots ont perdu leur valeur. Ils ont vu la mort à bout portant. Ils ont donné la mort de leurs propres mains. Maintenant que l'adrénaline est partie, il ne reste que le vide et une douleur sourde dans les muscles. Ils sont les manœuvres de la guerre ayant terminé leur quart. Un quart de nuit, lourd et sale. Ignatiev regarde vers l'est, où le ciel commence à s'éclaircir. Là-bas, ce sont les leurs. Là-bas, c'est le front. Là-bas, de nouveaux ordres, de nouvelles cartes, de nouveaux combats. Mais cette nuit restera ici, dans cette forêt, figée dans le métal tordu des chars allemands. C'est leur monument. Le monument à un équipage inconnu qui n'a simplement pas voulu mourir. « Ansel », dit doucement le lieutenant. « Faut réparer la radio. Les nôtres vont bientôt arriver. » Ils grimpent lentement, en forçant, pour retourner à l'intérieur. Dans ce cercueil d'acier qui est devenu pour eux maison et forteresse. La guerre n'est pas finie. Elle a juste pris une pause pour le petit déjeuner. Et ce petit déjeuner aura un goût de brûlé et de fer. La liaison revient non par une voix dans les écouteurs, mais par la vibration de la terre. D'abord, on croit que ce sont encore les Allemands. Les douleurs fantômes de la contusion font sursauter au moindre bruissement. Mais le rythme est différent. Ce n'est pas le cliquetis cadencé et prédateur des panthères allemands montant à l'attaque. C'est le grondement chaotique et poussif de centaines de moteurs se hâtant vers l'avant. Le grondement de l'offensive. Ignatiev est assis sur la casemate, les jambes pendantes dans l'écoutille. Il fume cette cigarette miraculeusement obtenue, couvrant le foyer de sa paume, un réflexe impossible à perdre, même en plein jour. De la forêt, brisant les broussailles, surgit la première Willis. Derrière elle, moteur rugissant, rampent des Studebaker avec de l'infanterie, des chars légers T-70, des automitrailleuses agiles. C'est le détachement avancé d'une brigade motorisée. Ils avancent selon cette même carte qui traîne dans la boue près des chenilles du tueur de fauves. Sauf que les flèches sont maintenant dirigées dans l'autre sens. La colonne commence à freiner. Les conducteurs écrasent les freins, non sur ordre, mais de surprise. Devant eux s'ouvre le panorama de la boucherie nocturne. 3 chars lourds allemands détruits sur un mouchoir le poche de 200 mètres. La fumée monte verticalement, se mêlant à la brume matinale et aux échappements de la technique qui passe. De la Willis saute un chef de bataillon. Un capitaine jeune, svelte, la gymnastirka pas encore imprégnée de sueur, une décoration brillant sur la poitrine. Il a l'air d'un élément étranger dans ce royaume de suie et de fer brûlé. Il court vers l'automoteur, sautant par-dessus les cratères, et son visage exprime un mélange d'enthousiasme et d'incrédulité. Derrière lui, soufflant et jurant, court le radio. Il tire une lourde bobine de câble téléphonique, le fil s'accroche aux racines et aux débris de chenilles. Le radio ne regarde pas les chars, il regarde ses pieds. Il a sa propre guerre, la guerre pour la continuité de la ligne. Ce fin fil noir est maintenant plus important que tout. Il recoue le front déchiré en un tout unique. Le capitaine arrive en courant au SU-152. Il s'arrête, regardant l'équipage. 4 hommes assis sur le blindage, ressemblant à des mineurs après un accident au fond. Il n'y a pas de visage. Il y a des masques noirs de suie et d'huile, sur lesquels ne blanchissent que les traces de larmes lavées par le vent et des yeux rouges enflammés. « C'est l'œuvre de qui ?» crie le capitaine. Il hurle à plein poumon, essayant de couvrir le bruit de la colonne. « Qui a tenu la défense ici ?» Ignatiev le regarde de haut. Il entend la voix, mais le sens des mots lui parvient avec difficulté,
se frayant un chemin à travers le coton dans ses oreilles. Il pointe lentement, avec nonchalance, son pouce vers lui-même et vers l'écoutille sous lui. Le capitaine tourne la tête. Il regarde la tourelle arrachée du panthère, gisant dans les buissons. Regarde le chat retourné sur le flanc. Regarde le troisième, consumé jusqu'au sol. Puis de nouveau, l'automoteur solitaire, avec sa peinture écaillée et la cicatrice de ricochet sur la casemate. « Où est la batterie ?» insiste le chef de bataillon d'infanterie. « Où est le régiment? Où était l'artillerie? Tu n'as quand même pas pu te les faire tout seul. » Nous sommes seuls. La voix d'Ignatiev sonne platement, sans intonation, comme le choc d'une pierre contre une pierre. Il n'y avait pas de liaison, pas d'ordre de repli. Alors on est resté. L'infanterie, sautant des camions pour se dégourdir les jambes, commence à encercler le tueur de fauves. Les soldats s'approchent prudemment, comme d'un animal sauvage. Ils pointent du doigt les brèches sur le blindage allemand, hochent la tête. On entend des sifflements, des jurons, des exclamations admiratives. Pour eux, ce spectacle est une attraction, une confirmation qu'on peut battre le Fritz, et le battre fort. Ils voient le résultat, mais ne comprennent pas le prix. Ils ne savent pas ce que c'est que d'être assis dans une boîte en fer quand l'air se transforme en poison. Ils n'ont pas entendu ce son avec lequel 48 kilos d'acier entrent dans la culasse. Ils n'ont pas ressenti cette terreur animale quand on est aveugle et que l'ennemi fonce sur vous phares allumés. Pour l'infanterie, c'est une victoire. Pour l'équipage, c'est juste la fin du quart. Le capitaine tape de la paume sur le blindage chaud de l'automoteur. « Eh bien, vous alors les gars ?» Il secoue la tête et l'expression de ses yeux change. La bravade disparaît, le respect apparaît, mêlé à une peur superstitieuse. 3 panthères. En combien de temps? 12 minutes, répond le tireur. Il est assis au bord de la casemate, les jambes pendantes, et regarde avec indifférence un fantassin essayer de détacher avec un couteau un morceau de caoutchouc fondu d'un galet allemand pour en faire un souvenir. Peut-être 15. Pas de montre. Le radio arrive enfin à la machine. Il jette la bobine dans la boue, essuie la sueur de son front. « Camarade capitaine, la liaison est établie. L'état-major est en ligne. Il demande un rapport de situation. » Le capitaine hoche la tête, mais ne part pas. Il essaie toujours d'assembler le puzzle dans sa tête. Comment un vieil automoteur, peu maniable, dépourvu de tourelle, a-t-il pu broyer un peloton de machines allemandes dernier cri? Cela contredit la tactique, les règlements, la logique. « Il faut vous décorer, » dit-il sérieusement. « À tous. » On vous donnera le héros, pas moi. Je confirmerai personnellement le rapport, j'ai vu. Ignatiev a un petit rire. Le rire sort tordu. La croûte de sang séchée sur sa lèvre craque. « De l'alcool, capitaine, dit-il, et dormir 4 heures. Quant à cette ferraille, il fait un signe de la main vers les cadavres allemands. Qu'il compte ça à l'état-major. Le dialogue ne prend pas. Ils parlent des langues différentes. L'infanterie vit par l'élan, l'attaque, les kilomètres de terre parcourus. Les artilleurs automoteurs vivent par le poids de l'obus, les secondes de rechargement et les degrés de pointage. Entre eux, il y a le gouffre de l'expérience vécue. Les fantassins regardent les tankistes comme des dieux de la guerre descendus de l'Olympe. Et les dieux de la guerre ne veulent qu'une chose, que leur colonne vertébrale cesse de faire mal et que quelqu'un apporte de l'eau. La colonne s'ébranle à nouveau. Les camions rugissent, crachant une fumée bleuâtre. Les soldats dans les bennes agitent les mains, crient des encouragements. Une cuisine roulante passe et l'odeur de sarrasin couvre une seconde l'odeur de brûlé, faisant se contracter les estomacs de l'équipage dans un spasme de faim. Le capitaine salue Ignatiev,
saute dans sa Willys et file vers l'avant, là où on entend déjà la canonnade. La guerre n'attend pas. Elle roule vers l'ouest, broyant hommes et techniques. L'équipage du SU-152 reste sur place. Autour d'eux se forme à nouveau un vide. Mais maintenant, ce n'est pas le vide du danger mortel, c'est le vide de la dévastation. Le bruit des moteurs s'éloigne, les laissant seuls avec les résultats de leur travail. Le chargeur, qui s'était tu jusqu'alors, lève soudain la tête. « Et la liaison ?» demande-t-il en regardant le radio qui déroule déjà son fil plus loin. « Et nous, quand est-ce qu'on nous donne la liaison ?»« On réparera nous-mêmes », grommelle le radio de bord, fouillant avec un tournevis dans l'entrée d'antenne brisée. « Ils ont leurs tâches, nous avons les nôtres. » Ignatiev regarde la colonne s'éloigner. Il n'est pas amer. Il comprend. L'infanterie ira plus loin, occuper les villes, libérer les villages, recevoir des fleurs et des sourires. Et leur sort à eux est de ramper derrière, de traîner sur eux leurs canons obusiers et de briser les chines de ces monstres d'acier qui se révéleront trop coriaces pour les autres. C'est un travail difficile, et quelqu'un doit le faire. Un crépitement soudain dans les écouteurs du casque, posé sur le blindage près de l'écoutille, fait sursauter tout le monde. À travers le grésillement et les craquements, perce une voix lointaine et déformée. « Boulot, ici centre. Boulot, répondez. À vous !» Ignatiev prend le casque. Ses mouvements sont lents, calmes. La routine revient. « Ici, Boulot !» dit-il dans le laryngophone. « Je vous reçois. Mission accomplie. Carré nettoyé. J'attends les instructions. La guerre continue. L'exploit est terminé, le quotidien a commencé. Et ce quotidien pèse 48 kg 800 grammes, exactement le poids du prochain obus qu'ils vont devoir charger dans leur atelier. L'héroïsme dans les articles de journaux, ce sont de belles poses et de grands mots. L'héroïsme dans la réalité, c'est quand, après un combat mortel, dont les jambes tremblent encore, tu ne tombes pas de sommeil, mais tu prends une clé à molette et un fer à souder. Parce que la guerre est un travail. Et ici, on ne pardonne pas l'absentéisme. L'euphorie de la victoire s'évapore plus vite que la fumée de poudre. Reste la fatigue, une fatigue lourde, de plomb, qui s'abat sur les épaules, courbant vers le sol. Mais pas le temps de se reposer. Le SU-152 est une machine capricieuse, demandant de l'entretien. 3 tirs au calibre principal. Ce ne sont pas juste 3 pressions sur la détente. C'est une charge colossale sur les mécanismes de recul, sur la culasse, sur toute la structure. Le radio, jurant, s'affaire avec le poste. Pas de fer à souder, il faut chauffer la panne sur un briquet, torsader les fils avec les dents, isoler avec du caoutchouc cru. Un travail fin, nerveux, alors que les mains sont pleines d'huile et de crasse. Chaque contact est une bataille. 1 heure passe pour ranimer la 10. 1 heure de jurons, de doigts brûlés et de fatigue oculaire. Mais l'éther est nécessaire comme l'air. Sans liaison, l'automoteur est juste un tracteur sourd avec un canon. Ensuite commence le plus dur, le réapprovisionnement en munitions. Un camion d'approvisionnement, moteur fumant, se fraye un chemin vers la position. Les ridelles du camion sont baissées. Dans la benne, des caisses en bois. Lourdes, impossible à saisir. Dedans gît la mort, conditionnée par paquet de 48 kilos. L'équipage se transforme en débardeur. Aucune remise pour avoir détruit 3 chars. Les obus ne sauteront pas tout seuls dans le râtelier. « Réceptionne !» râle le conducteur du camion, passant une caisse sur le blindage. Le chargeur se tient sur le toit du compartiment moteur. Il reçoit la charge. Le dos fait mal. Les muscles sont saturés d'acide lactique, mais il tire. Arraché, reprise, descente dans l'écoutille. À l'intérieur, le servant les reçoit, les rangeant dans les alvéoles. Étroitesse
étouffement, air vicié. C'est un travail de forçat. Chaque obus doit être nettoyé de la graisse de conservation. La graisse collante, protégeant l'acier de la rouille, semble maintenant être l'ennemi. On l'essuie avec des chiffons jusqu'à ce que les mains deviennent noires et glissantes. Les douilles avec les charges demandent de la prudence. Si on cogne l'amorce, on fait sauter toute la machine avec l'équipage et le camion de ravitaillement. Le travail se fait en silence. Seulement la respiration lourde, le bruit du bois contre le métal et des ordres brefs. Pris, envoyé, prêt. C'est un convoyeur. Mécanique, monotone, tuant les restes de force. Il charge 20 coups, presque une tonne de fret, transférée à la force des bras de 4 hommes épuisés. Parallèlement, le mécanicien conducteur vérifie le train de roulement. Il rampe dans la boue sous le châssis, tâtant les galets, vérifiant la tension des chenilles. Les patins sont bourrés de terre et de branches. Il faut les nettoyer à la barre à mine, chassant l'argile compressée, sinon, au moment le plus critique, la chenille sautera et le tueur de fauves deviendra une cible immobile. Il jure, s'écorchant les mains jusqu'au sang, resserrant les boulons desserrés. Encore 1 heure passe. 1 heure volée au sommeil, à la nourriture, à la vie. Enfin, tout est terminé. Les écoutilles sont verrouillées, mais pas à fond pour aérer. La radio grésille doucement en fond sonore. L'équipage est assis sur le blindage, mâchant sa ration sèche. Les biscottes semblent en bois, la conserve sans goût. Ils mangent mécaniquement, jetant simplement du combustible dans la chaudière de l'organisme. L'ordre arrive par radio. La voix sèche et laconique d'un officier d'état-major qui se fiche de leur fatigue. Boulot, ici centre. Mission, faire mouvement vers le carré 47-12. Point de repère, chaussée vers Lvov. Soutenir l'offensive de la 103e blindée. Ne pas perdre le rythme. Nous recevez-vous? Je vous reçois, centre, répond Ignatiev. On fait mouvement, Lvov. Cela veut dire vers l'ouest. Cela veut dire de nouveau au combat. Aucun repos à l'arrière. Aucune décoration tout de suite. Aucun merci du commandement. Ils ont fait leur travail avec qualité. Ils ont prouvé leur efficacité. Ce qui signifie qu'on va les jeter de nouveau dans la fournaise. La logique de la guerre est simple. Un outil en bon état doit travailler jusqu'à l'usure complète. Ignatiev regarde ses hommes. « À vos postes !» dit-il doucement. Ils écrasent leurs mégots sur le blindage. Lentement, en grognant, comme des vieillards, ils redescendent dans leur boîte de fer. À l'intérieur, ça sent toujours le brûlé, mais maintenant s'y mêle l'odeur d'huile fraîche et de sueur. C'est l'odeur de la préparation. Le moteur V2K se réveille avec un rugissement mécontent. Les tuyaux d'échappement crachent un nuage de fumée bleuâtre, aussitôt emporté par le vent. La machine de plusieurs tonnes tressaille, fait cliqueter ses chenilles et entame son demi-tour. Ils passent devant leur travail nocturne. Les 3 chars allemands détruits font déjà partie du paysage. Ils ne suscitent plus d'émotion. C'est juste de la ferraille. Une étape franchie. Le feu sur eux s'est presque éteint. Il ne reste que la fumée et l'odeur de caoutchouc brûlé. Le SU-152 rampe sur le chemin de Rondin, broyant les billes de bois, et prend de la vitesse. Le mécanicien conducteur change de vitesse. Le moteur passe à un grondement régulier et puissant. La vitesse est faible, 20, peut-être 25 km/h. Mais cette inertie est impossible à arrêter. Ils roulent à la rencontre du soleil qui est déjà haut. Devant, la poussière des routes, de nouvelles embuscades, de nouveaux duels et de nouvelles morts. Mais ils n'y pensent pas. Ils pensent au fait que quelque chose claque dans l'embrayage, qu'il reste de l'eau dans les gourdes pour une demi-journée et que ce serait bien de dormir, ne serait-ce qu'une demi-heure en marche, le front appuyé contre l'épiscope. Il n'y a pas de pathos là-dedans, pas de sentiment de grandeur du moment.
Il n'y a que la route infinie, sale et lourde, vers l'ouest. Ils sont les manœuvres de la guerre, et leur quart n'est pas encore fini. Le convoyeur de la victoire exige du sang neuf et du fer neuf, et il roule pour livrer l'un et l'autre à destination. La machine disparaît derrière le virage, laissant derrière elle une traînée de poussière. La forêt, témoin de leur triomphe, reste derrière, indifférente et silencieuse. L'histoire a déjà oublié cette nuit, car devant, il y a des milliers de nuits semblables. Ignatiev ajuste son casque, vérifiant la liaison. « Cap 270 », commande-t-il. « En avant toutes !» Dans les épiscopes se reflète la route de Berlin, dont les séparent encore des milliers de kilomètres de boue, de peur et de travail du calibre 152 mm. Les années passent, les décennies. La poussière des routes du front est retombée depuis longtemps, lavée par les pluies et le temps. Les cratères dans la forêt près de Zolotchev ont été envahis par l'herbe et le jeune sous-bois, cachant les cicatrices de la terre. Les carcasses rouillées des panthères ont probablement été emportées depuis longtemps à la ferraille par les habitants ou les sapeurs, refondant les instruments de meurtre en charrues et en armatures pour de nouvelles maisons. 1965. Bureau d'études de construction mécanique lourde quelque part dans l'Oural. Devant une large planche à dessin se tient un homme âgé. Il porte un costume gris qui tombe un peu large, la cravate légèrement de travers. Ses cheveux sont argentés par la canicie, mais la coupe est toujours la même, courte, presque militaire. C'est Ignatiev, l'ancien lieutenant, l'ancien commandant du tueur de fauves, et désormais ingénieur principal. Dans le bureau, c'est calme. On entend seulement le bruissement du papier calque et le crissement du crayon. Derrière la fenêtre, la vie paisible. Les tramways bourdonnent, les enfants rient en rentrant de l'école. Mais Ignatiev se fige parfois, regardant le dessin. Ses mains, durcies, avec la mémoire du mazout incrusté dans les pores de la peau, tiennent le crayon fermement. Mais parfois les doigts se crispent involontairement, comme s'il cherchait le bouton du laryngophone. Il n'aime pas raconter la guerre. Quand les collègues l'invitent à des réunions solennelles, il prétexte le travail ou la santé. Il ne porte pas ses décorations sur son veston tous les jours. Elles reposent dans un coffret, dans le tiroir du bas de la commode, enveloppé dans un chiffon propre. Pour lui, la guerre, ce ne sont pas les parades, ni les grands discours à la tribune. Pour lui, la guerre, c'est une odeur. L'odeur du métal brûlé, du corps pas lavé, et l'odeur douceâtre, écœurante, de la décomposition. C'est un son, le claquement de la culasse, le tintement de la douille et le bourdonnement infini et oppressant du diesel. Et surtout, c'est l'obscurité. Parfois, se réveillant la nuit dans son appartement, il ne comprend pas tout de suite où il se trouve. Le silence de la chambre lui semble être ce même silence sinistre de la forêt près de Zolotchev. Il est allongé les yeux ouverts, scrutant le plafond, et il attend. Il attend le bruit des chenilles. Il lui semble que les murs se resserrent, se transformant en plaques de blindage de la casemate du SU-152. L'air devient vicié, lourd. Le cœur commence à battre au rythme des pistons du moteur V2K. Dans ces moments-là, il est de nouveau là-bas, jeune, en colère, acculé. Il sent de nouveau cette vibration du plancher sous ses pieds. Il entend de nouveau la respiration de son équipage. Où sont-ils maintenant? Misha le mécano a-t-il sombré dans l'alcool après la guerre? Ou est-il devenu tractoriste? Le chargeur, ce gars costaud, est-il retourné dans son village? Les liens entre eux se sont rompus, comme alors dans la forêt. Il ne reste que la mémoire. Ignatiev se lève, va à la cuisine, se verse de l'eau.
Ses mains tremblent. Ce n'est pas la vieillesse. C'est l'écho du recul du canon de 152 mm qui est resté pour toujours dans ses os. Il se souvient de cette nuit, non comme d'un exploit. Il s'en souvient comme d'un travail. Un travail lourd, sale, mortellement dangereux, qu'il fallait faire. Les Allemands étaient alors sûrs de leur supériorité. Ils avaient la meilleure optique du monde. Ils avaient des cartes précises. Ils avaient la tactique. Ils pensaient que la nuit leur appartenait. Ils pensaient que les Russes, dans leurs machines grossières, étaient aveugles et impuissants. Mais les Allemands se sont trompés. Ils n'avaient pas pris en compte un facteur qui ne s'écrit pas dans les caractéristiques techniques. Le facteur de la fureur humaine, multiplié par le professionnalisme. Ignatiev et ses gars ne voyaient pas avec les yeux, ils voyaient avec les nerfs. Ils voyaient avec la haine. Ils ont créé leur propre navigation dans cet enfer, s'orientant aux éclairs et au son. C'était une vision d'un autre ordre, la vision d'un prédateur protégeant sa tanière. Dans le parc de la ville, sur un piédestal, se dresse un Su-152. On l'a amené ici récemment, on l'a peint d'une couleur verte, festive, artificiellement vive. Sur les galets, on a peint des cercles blancs qui n'ont jamais existé au front. Le canon est soudé, les écoutilles sont soudées hermétiquement. Maintenant, c'est un monument. Le jour, les enfants courent autour. Ils grimpent sur le blindage frontal, se suspendent au canon, tapent avec des bâtons sur les galets. Pour eux, c'est juste un gros jouet intéressant. Un petit tank. Ils ne connaissent pas la différence entre un char et un automoteur. Cela leur est égal. Les adultes passent, glissant des regards indifférents sur la plaque portant les caractéristiques techniques. Calibre 152 mm, poids 45 tonnes et demie. Des chiffres secs, sans vie. Aucun d'eux ne sait ce que c'est que d'être à l'intérieur. Personne ne sent ce froid qui émane du blindage en hiver, et cette chaleur infernale en été, quand le métal brûle au point de laisser des cloques. Personne ne sait comment ça sent la peur à l'intérieur, mélangée au gazole. Personne ne sait comment sonne l'impact d'un obus ennemi sur la plaque frontale. Un son qui fait éclater les tympans et envoie l'âme dans les talons. Ignatiev vient parfois ici. Il se tient à l'écart, appuyé sur sa canne. Il regarde la machine, non comme un monument, mais comme un vieux camarade de combat. Il ne voit pas la peinture fraîche, mais les cicatrices cachées dessous. Il se souvient de chaque rivet, de chaque soudure. Il sait que si l'on pouvait ouvrir l'écoutille et grimper à l'intérieur, il y trouverait sa place. Ses mains se poseraient d'elles-mêmes sur les volants, ses pieds trouveraient les pédales. Cette machine est morte. Son cœur, le moteur, est retiré ou a pourri. Sa voix, le canon, est étouffé à jamais. Mais tant qu'Ignatiev est vivant, tant que des hommes comme lui sont vivants, ce tas de métal a une âme. La vraie vision, pense le vieil ingénieur en regardant les enfants jouer, ce ne sont pas les dioptries ni l'optique traitée. La vraie vision, c'est la compréhension de la raison pour laquelle tu appuies sur la détente. Alors, en 1944, il ne détruisait pas simplement des chars allemands. Il brisait l'échine de l'idée même qu'on puisse nous vaincre par la technologie. Il prouvait que la force brute, dirigée par une volonté inflexible, est capable de broyer n'importe quelle Krupp, n'importe quel Zeiss, n'importe quel Maybach. Le tueur de fauves était un outil, effrayant, maladroit, mais absolu dans son efficacité. Il était la massue entre les mains du prolétariat, avec laquelle il fallait briser le mécanisme d'horlogerie complexe du fascisme. Et ils l'ont brisé. Ignatiev se tourne et s'éloigne lentement dans l'allée. Le vent agite le feuillage,
Et dans ce bruit, il entend de nouveau l'écho lointain d'un tir. Mais maintenant, cela ne l'effraie plus. La mémoire est une chose étrange. Elle arrondit les angles, efface la douleur, ne laissant que l'essentiel. Et l'essentiel est simple. Ils ont tenu bon. Dans l'obscurité, dans l'isolement, en infériorité numérique. Ils n'ont pas laissé passer. Et tant que ce monument est debout, tant qu'au moins un gamin touche avec révérence l'acier froid de la chenille, cette chasse nocturne continue. Seulement maintenant, c'est une chasse à la mémoire. Une bataille pour que personne n'oublie à quel prix ont été obtenus ce silence dans le parc, ce bourdonnement paisible de la ville et ce ciel au-dessus de la tête. La guerre est finie, mais l'écho du calibre 152 mm résonnera éternellement. Dans les manuels d'histoire, dans les salles de musée et dans le silence des nuits blanches de ceux qui ont survécu. Ignatiev s'en va, se dissolvant dans la foule des gens paisibles qu'il a protégés cette nuit-là. Il est un homme invisible, un parmi des millions. Mais dans ses yeux, si l'on regarde bien, on peut encore voir le reflet de cet éclair. L'éclair de supernova qui a un jour illuminé la forêt sombre près de Zolotchev et a montré à l'ennemi ce qu'est la véritable colère.